Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors vous le savez maintenant, chaque mois, nous nous retrouvons pour décortiquer ensemble les grands enjeux auxquels est confrontée la communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous pencher d'un peu plus près sur l'engagement des collaborateurs. Un engagement parfois mis à mal ces dernières semaines avec le télétravail et le chômage partiel. Comment finalement engager des équipes à distance ou à l'arrêt? Que peuvent faire les équipes de communication pour maintenir ce lien? Comment garder une cohérence collective d'un projet d'entreprise avec des collaborateurs qui sont dispersés? Eh bien, on en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, j'accueille Stéphanie Rismond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et de la marque à la SNCF. Damien Rebourg, bonjour. Bonjour. Directeur de la communication d'Elior. Et Agathe Sanson, bonjour. Bonjour. Directrice marketing stratégique communication et mécénat de CNP Assurance. Alors c'est vrai que quand on parle d'engagement collaborateur, c'est un mot qui revient énormément, mais Agathe Sanson, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est différent de la motivation? Comment est-ce que vous le définissez? Pour moi, c'est l'envie. C'est la capacité à avoir envie à partager un projet collectif. Alors, c'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, mais c'est particulièrement vrai en entreprise aussi. Alors, comment générer cette envie? Comment la maintenir dans la durée? C'est tout ça, en fait, l'histoire de l'engagement, à mon avis. Vous, l'envie, c'est quelque chose qui vous parle quand on parle d'engagement collaborateur, Damien? Oui, c'est quelque chose qui est au cœur, effectivement, de ce qu'on vise. Quand on cherche à susciter l'engagement des collaborateurs, ou en tout cas à entretenir l'engagement des collaborateurs, avec une double dimension, à la fois une dimension de reconnaissance et puis une dimension de favoriser la contribution. Et est-ce qu'il y a une différence alors avec la satisfaction, la motivation, Stéphanie? Je pense que pour engager nos collaborateurs, il faut qu'on les rende fiers. Ouais. Pour les rendre fiers, il faut qu'ils soient fiers de leur entreprise, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Et il faut que nous, en tant que direction de la communication, on soit capable de partager cette fierté. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Parce que c'est des mots finalement qui sont très abstraits, donc l'envie, la satisfaction, la fierté. Comment est-ce que vous le mesurez? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut engager les collaborateurs, mais il faut qu'à un moment ce soit palpable. Il y a plusieurs façons de le voir. D'abord, il y a des choses plus prosaïques et c'est vraiment l'activité. Est-ce que les gens sont, ont envie de... comment est-ce que ça se maintient bien? Et puis, il y a aussi des études qu'on peut faire d'engagement, des études assez classiques de sondage, en fait. Et puis, nous, on a fait aussi beaucoup pendant cette période de l'année 2020. Pendant les confinements, on faisait des études de comment allez-vous? Parce que quelque part, évidemment, il y a ça aussi derrière. C'est-à-dire que s'ils vont bien, s'ils sont bien dans leur boulot, s'ils sont bien dans leur activité, par définition, l'engagement sera différent. Et puis, ça montre aussi le soin que la direction pouvait apporter à ses collaborateurs. Et ça montrait bien, malgré tout, on voyait bien les pics où ça allait pas mal, des moments où ça allait moins bien, pas forcément toujours explicable, c'est pas forcément toujours simple, mais ça nous a permis de mesurer l'engagement. Et chez Elior, comment vous faites? Vous mesurez, je sais pas, le taux de turnover Oui, pour voir... il y a des études d'engagement assez classiques. Il y en a une d'ailleurs qui arrive, qui démarrera le mois prochain et puis qui va se poursuivre jusqu'en septembre. Moi, je vais dire, la dimension de l'engagement, en fait, c'est pas quelque chose qui arrive avec cette crise. Bien évidemment que le contexte fait qu'il y a quand même une dimension très particulière. Nous, on a un groupe, Elior, c'est 110 000 personnes dans le monde et c'est 110 000 personnes sur 23 000 sites. Donc, c'est un groupe avec des réalités différentes. Avec des réalités en plus très différentes, mais cette dimension qui est très, on va dire, atomisée, avec des équipes qui sont parfois des micro-équipes, cette dimension de l'engagement et d'aller susciter l'engagement, elle préexistait même, ce défi-là, il existait même avant cette dimension de cette année qu'on a pu connaître. Alors c'est vrai qu'avec cette année qui arrive et qui a été tellement spéciale, ça prend une dimension très particulière. D'abord parce qu'on va se retrouver avec des situations de collaborateurs qui sont en situation très différentes, des secteurs d'activité dans lesquels les gens vont être en suractivité, comme par exemple sur le secteur de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, des secteurs qui sont à l'arrêt, les écoles, ou presque à l'arrêt, les entreprises, des gens qui sont en télétravail dans les fonctions support. Donc on va avoir un écosystème de collaborateurs qui sont dans des configurations qui sont très différentes et avec un enjeu d'engagement qui va se poser de manière bien plus aiguë que ça a pu l'être précédemment. Mais par contre avec une véritable, je dirais, opportunité. Je ne suis pas sûr que le terme soit bien choisi, mais c'est vrai que cette année qu'on a pu
connaître là cette année, elle nous renvoie au cœur d'activité qu'est la dimension de notre métier, c'est-à-dire la dimension sociale. Elior, c'est avant tout un restaurateur collectif de restauration sociale, et donc à la mission et à l'utilité sociale. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, justement la fierté qu'ont les collaborateurs et cette dimension qu'il faut pouvoir travailler quand on travaille sur l'engagement et qui est au cœur de ce qu'on a pu connaître cette année. Mais alors, si je vous entends bien, il faut presque un suivi individualisé, parce que les réalités ne sont pas les mêmes pour tous les collaborateurs. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les baromètres internes qu'on a pu faire. Il y a une écoute qui est indispensable pour sentir le pouls de ce qui se passe dans l'entreprise. Et l'écoute, elle se passe aussi par la ligne managériale, c'est-à-dire tous nos outils de com, qui sont formidables, ne sont pas la seule façon d'être au contact de nos collaborateurs. Et la ligne managériale et l'écoute des managers de leurs équipes sont essentielles. La deuxième chose, c'est que vous disiez, mais concrètement, la fierté, la transparence, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, à la SNCF, on a très vite demandé aux collaborateurs qu'ils souhaitaient de diffuser à travers un hashtag tous mobilisés leur propre expérience de cheminots sur le terrain. Ça leur apporte de la fierté. Et plutôt que d'être l'entreprise, la grande institution qui communique en top-down, on a favorisé le témoignage de ses salariés sur le terrain. Et ça les rend fiers aussi, parce qu'ils parlent de pair à pair. C'est vrai que cette période est très particulière. Donc, Agathe, est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques de communication pour justement essayer d'entretenir un peu ce lien-là ? Oui, on en a tous mis. Alors, il y a à la fois des actions spécifiques et puis il y a aussi des opportunités. Je vais y revenir, même si le mot, tu as raison, c'est pas forcément le mieux choisi dans la période. Les outils, moi j'en retiendrai 2 parce qu'on a tous fait, je crois, preuve d'inventivité. Et c'était ça qui plaisait aussi aux collaborateurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, nous on a fait un petit podcast qui s'appelait Hors des cases et qui permettait aux collaborateurs d'être interviewés sur finalement la façon dont ils vivaient cette période et surtout ce qu'ils faisaient d'extraordinaire par rapport à avant. Aussi bien pour l'entreprise, pour leur activité que pour la société. Et ça a donné des trucs très sympathiques parce qu'il y avait à la fois, d'abord, pour eux, c'était l'occasion de le faire. La voix, en plus, moi je trouve que dans cette période-là, elle avait quelque chose de particulier. Alors, il y avait des collaborateurs, bien sûr, l'infirmière qui va aider ses collègues à l'hôpital, ceux qui sont mis à faire des masques. Et il y avait une collaboratrice qui, en fait, on ne le savait pas, et peut-être même elle non plus, avait une âme de poète et s'est mis à poster tous les jours des petits poèmes qui sont devenus un rendez-vous et une forme de lien. Donc, on a fait ça. Et puis, on a fait aussi Bougeons solidaires, qui était pour permettre aux collaborateurs de faire du sport chez eux. On leur a posté un certain nombre de cours de sport et plus ils prenaient de cours de sport et plus on abondait différentes causes qu'ils avaient choisies. Donc ça faisait aussi une forme de lien et un challenge entre eux qui était utile en l'occurrence. Oui, c'est en fait une sorte de team building à distance, quoi. Oui, c'était une façon de faire équipe, de faire société. C'était ça tout notre enjeu en fait dans cette période, c'est comment est-ce qu'on faisait tous ensemble société. Mais c'était vrai d'ailleurs dans les entreprises comme dans la société d'ailleurs. Mais pour rebondir sur ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut engager toute la ligne managériale aussi et c'est vrai que quand on parle d'engagement collaborateur, enfin le premier réflexe c'est de se dire c'est une histoire de DRH, mais en fait pas seulement, j'ai l'impression, Damien, c'est un peu un truc global quand même. Encore une fois, je pense qu'il y a... Alors nous on a peut-être été confrontés à une situation qui était un petit peu particulière, mais c'est vrai que ça nous a ramené beaucoup à notre cœur de métier, à la dimension d'utilité sociale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces métiers de la deuxième ligne. Nous on était pile dedans, puisqu'en fait on était d'une part sur nos métiers de service au cœur des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, donc avec une dimension de mission, j'allais presque dire, de la part des collaborateurs qui étaient sur le terrain, et puis y compris les collaborateurs qui sont dans les entreprises et qui assurent cette marche, cette continuité économique, et puis les collaborateurs dans les écoles dont on a beaucoup parlé, alors là qui sont aujourd'hui en train de reprendre. Donc il y a cette dimension-là qui nous a vraiment ramené à notre cœur de métier, et c'est vrai sur des métiers qui parfois sont un peu des métiers de l'ombre, là qui nous a permis effectivement de les mettre en lumière, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus en communication interne, en passant par l'exemplarité, en valorisant ce travail des équipes au contact de nos clients, de nos convives sur le terrain. On a aussi assumé le fait d'être dans une démarche parfois même de surcommunication. En interne, en utilisant des exemples illustratifs de ce qu'on considérait être au cœur de nos métiers, et puis surcommuniquer en externe aussi. Et c'est vrai que ça a offert un prisme de visibilité
à nos métiers, qui parfois, effectivement, restaient plutôt en deuxième ligne. Il ne faut pas oublier que sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, Facebook, on a toute une part de nos followers qui sont des collaborateurs. Et c'est vrai qu'on a assumé le fait de gérer aussi ces supports qui sont davantage tournés vers l'externe, comme des vrais supports de communication interne. Et cette carte-là, on l'a même jouée en relations médias, en relations presse, y compris dans nos relations médias traditionnelles, considérant que tout ce qui permettait de valoriser, d'expliquer, de démontrer l'engagement de nos équipes pour des gens qui étaient parfois pas au bureau, parfois pas sur le terrain, ça leur offrait aussi une visibilité et ça leur conservait un lien avec l'entreprise. Et comment... Oui, Stéphanie, allez-y. Oui, je pense qu'il y a autre chose, c'est que pour qu'ils soient engagés avec deux types de populations différentes, tu le disais, c'est-à-dire les gens qui sont, on appelle ça l'école bleue, l'école blanc, les gens qui sont en télétravail, les gens qui sont sur le terrain. Comment faire pour avoir une communication cohérente à tous? Et ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est d'être transparent à toutes les étapes, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu un an avec confinement, déconfinement, reconfinement, les vacances, etc. Et pour nous, il a été vraiment essentiel d'être transparent aussi bien en interne qu'en externe, c'est-à-dire d'expliquer comment on allait protéger nos salariés, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. On a fait une campagne qui s'appelait « En train, tous responsables », mais on a fait la même qui s'appelait « Au travail, tous responsables », pour parler des gestes barrières, pour parler de ce qu'ils pouvaient faire, pour parler de l'obligation du port du masque, c'est-à-dire d'avoir une concomitance permanente entre l'interne et l'externe, ce que tu disais, et en étant transparent, c'est-à-dire en leur disant ce qui se passait dans l'entreprise. Et je crois que cette transparence, cette vérité, elle est importante aussi pour que les salariés restent engagés et n'aient pas l'impression qu'on les pipote avec de la com. Est-ce qu'on peut leur dire « je sais pas ce qui va arriver demain, non, je sais pas comment ça va évoluer ». On peut aller jusque-là ou... On peut leur dire, d'autant plus que cette crise, elle est quand même venue de l'extérieur, et donc que je sais pas, les mesures qui vont être prises par le gouvernement, elles existent. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez pouvoir venir retravailler sur les sites tertiaires. On ne peut pas savoir tant que le gouvernement ne décide pas. En revanche, le fait de leur dire « je ne sais pas », mais l'essentiel, c'est de vous protéger et de protéger nos voyageurs, ça a été l'essentiel de nos messages. Comment on maintient justement ce lien quand on a des salariés, alors chez CNP Assurance, je ne sais pas si c'est le cas, mais qui sont ils étaient tous en télétravail, vous n'avez pas eu de chômage partiel, ce genre de choses. Donc oui, donc là, le lien est peut-être différent, mais quand vous avez du chômage partiel, par exemple, vous chez Elior, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut leur dire, bah oui, un jour vous allez revenir dans l'entreprise, ou peut-être, je ne sais pas encore si vous allez pouvoir revenir dans l'entreprise, et garder cette motivation et cet engagement, parce que là, c'est quand même plus compliqué. Alors, on ne s'est pas contenté, effectivement, d'avoir ce type de message-là. Par contre, de leur conserver un lien avec l'entreprise, de conserver un lien avec nos métiers. J'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a beaucoup utilisé les supports de communication externes. Parce que c'est vrai que, par définition, quand les gens sont soit à la maison, soit en activité partielle, a fortiori quand ils sont en activité partielle, ils n'ont plus de contact directement avec les supports ou les canaux de communication qui sont nos canaux de communication traditionnels. Et là, on a véritablement trouvé un relais avec, ce que je disais tout à l'heure, nos réseaux qu'on utilise de manière un peu plus traditionnelle sur l'animation de nos communautés externes. Là, on en a vraiment fait un relais de communication, y compris en assumant le fait que des objets de communication qu'on avait pu penser pour la communication interne, on les diffusait et on les diffuse sur nos supports de communication externes et notamment sur nos réseaux. Il y a une autre dimension, je trouve qu'il y a un autre enseignement, alors c'est encore trop tôt bien évidemment pour tirer des enseignements de cette crise. Nous, ça a suscité également, je dirais pas des vocations, mais en tout cas une explosion du nombre de contributions des collaborateurs qui, sur leur propre support, on était en train de lancer un projet d'employé advocacy de manière assez traditionnelle et on s'est rendu compte que des gens qui continuaient à intervenir sur le terrain se sont aussi appropriés des sujets de communication et sont devenus non pas des relais de nos messages, mais des vrais pourvoyeurs de contenu, de l'illustration de la manière dont les équipes continuaient d'opérer sur le terrain. Et c'est vrai qu'il aura fallu pas mal d'agilité parce que
je ne sais pas à combien de reconfinements on est, puisqu'il y a des débats sur la question. On ne va pas les compter. Mais nous, on en est à presque une dizaine de protocoles de mise en œuvre des protocoles de sécurité dans nos restaurants. Et c'est vrai qu'on a aussi favorisé cette agilité, cette adaptabilité à travers la fluidité de nos actions de communication. Agathe, c'est signe qu'on a réussi quand finalement les employés de l'entreprise sont les meilleurs ambassadeurs. Bah oui, c'est effectivement. Maintenant, ils ne le deviennent pas tout à fait par hasard. Et je pense que dans l'engagement, il y a le prérequis, c'est vraiment le regard qu'ils posent sur l'entreprise. Comment l'entreprise a pris soin d'eux dans cette période, comment l'entreprise a pris soin de ses clients, de ses partenaires, et même d'une certaine manière, quelle a été sa contribution à la société. Et c'est par là qu'on reprend cette fameuse fierté dont tu parlais, qui finalement est le début de l'engagement. Après, c'est comme l'amour, il faut des preuves. Hein. Ça ne dure pas. Ça dure pas éternellement. Et donc, on croise les doigts. On croise les doigts. Et donc, on se dit que c'est quelque chose qui, si ça s'est bien passé, a très certainement, effectivement, pu renforcer le lien entre les gens, mais il va falloir le faire continuer. Comment est-ce que vous voyez... alors, on dit il est trop tôt pour tirer des leçons, mais est-ce qu'il y a des choses, des actions de communication que vous avez mises en place et vous dites « Ah ouais, non, mais ça, il faut absolument qu'on continue, même si la crise, elle est passée, Stéphanie ?» Alors, nous, sur les outils de communication interne, on a gardé les mêmes. C'est-à-dire, on avait un certain nombre d'outils, l'appli, les infos, des newsletters internes, etc. On a gardé les mêmes. Je trouve que ce qui a changé certainement, c'est le lien managérial. Vous disiez, ce n'est pas que le sujet des RH. Je pense que pendant cette crise, notamment sur les gens en télétravail, il y a eu énormément d'animation et de contacts avec les gens qui étaient en télétravail. De peur qu'ils soient seuls, qu'ils soient perdus, qu'ils soient déconnectés, etc. Et ça, je pense que ce lien managérial très fort, d'animation d'équipe, de brief le matin, je pense que ça va perdurer et c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on peut rendre hommage aux managers qui ont eu un rôle dans cette période vraiment très difficile, à la fois à réadapter l'ensemble du travail, bien souvent, à garder le lien. Enfin, c'est sur eux qu'a porté beaucoup de responsabilités et ça vaut le coup de le dire parce que c'est pas toujours valorisé. Oui, c'est vrai qu'on a eu un retour des managers qui étaient un peu dans les études d'opinion plutôt détestés et là, d'un coup, on les a un peu plus portés au nu et peut-être reconnus un peu plus leur travail. Vous avez eu aussi ce sentiment, Damien ? Oui, alors après, sur un autre axe, c'est vrai qu'il y a aussi quand même... alors, on aura tous gagné en agilité digitale, oui, évidemment. Changer les formats. Oui, sauf qu'il y a quand même aussi... C'est une crise qui dure, et au bout d'un an, il y a quand même aussi... il y a un essoufflement. Il y a un peu d'essoufflement. Alors, c'est vrai que les formats, c'est pareil. Alors, on a testé beaucoup de formats, on a transposé énormément de communication événementielle, on a intensifié parfois même le rythme de notre communication. Là, maintenant, c'est vrai qu'on est quand même... On a, nous, tous communicants, un véritable enjeu de renouvellement au bout d'un an, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même non pas un essoufflement, mais aussi cette envie peut-être de retrouver d'autres formats, peut-être un peu plus traditionnels, peut-être un peu moins digitaux. Un peu moins de visio, vous voulez dire ? Voilà. Je pense que, par exemple, tu disais dans l'événementiel, typiquement, je pense que l'événementiel tel qu'on l'a connu, même si on a besoin de se retrouver et qu'un événement, c'est aussi se retrouver humainement, je pense qu'on aura des formats hybrides. Et on l'a démarré et ça va continuer de plus en plus important. Je pense aussi que nos équipes qui ont été capables de produire du contenu de chez eux, en mettant en place des outils très rapidement, ça va sûrement perdurer. Je pense que le télétravail pour les fonctions support, comme tu le disais, c'est quelque chose qui va pas rester avec 4-5 jours de télétravail par semaine, mais peut-être 1 ou 2 jours par semaine, ça va aussi se développer. Enfin, je crois qu'il y a quand même des leçons de cette crise et des modes de travail et de communication qui vont certainement perdurer. Oui, et c'est là où c'est intéressant ce que vous disiez, Damien et Agathe, je vous posais la question, mais effectivement, ça fait quand même 1 an que ça dure, on a mis en place, on a mis un peu toute l'énergie dans la machine, on alimente, on crée, on invente des formats de communication, mais au bout d'un moment, pour garder cet intérêt à distance... L'intensité, surtout. C'est ça, il faut quand même, parce que quand on en est à 172e newsletter, pour nous dire à peu près la même chose, comment est-ce qu'on suscite encore l'intérêt du collaborateur ? Surtout que je crois que là, tout le monde a un peu l'espoir de se retrouver dans des conditions probablement un peu changées, mais quand même, malgré tout,
qui nous rapproche un peu plus. En plus, dans nos métiers à nous de communication, même si on a fait preuve de super agilité, honnêtement, la créativité en Zoom et en Teams, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Donc c'est bien, il faudra garder le meilleur, l'agilité de ce qu'on aura trouvé tous ensemble, parce que je crois qu'on a tous eu les miracles du process que tout le monde, depuis 10 ans, essayait de regarder comment l'alléger, puis en 8 jours, bizarrement, il s'est passé un truc, pof, tout le monde a trouvé la solution. Donc il faut garder ça, mais il faudra retrouver quand même ce bonheur et puis cette créativité, cette force, cette puissance de la co-construction dans une même salle où tout le monde s'y met. Bon, ça, il nous le faudra. Il faudra qu'on le garde, je pense. Et vous, Damien, vous avez perdu personne en route parce qu'on parle du chômage partiel. On a vu dans la restauration, alors qui n'est pas tout à fait le même cadre que le vôtre, mais on a vu dans la restauration traditionnelle qu'il manquait, je ne sais pas, 10 000 personnes qui avaient probablement plus ou moins disparu dans la nature ou qui s'étaient réorientées sur d'autres choses. Vous avez réussi à maintenir tout le monde à bord ou vous avez des collaborateurs qui, à un moment, se sont quand même désengagés? Non, il y a ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu une attention particulière qui a été donnée au fait de conserver le lien. Ça, c'est évident. Et sur un renforcement de l'attention managériale, ça, c'est évident également. Et c'est vrai que ça a aussi été pour nous une opportunité, je dirais, en termes de communication. Aujourd'hui... non, on sent plutôt une impatience de revenir. Ouais. En plus, nous, on est quand même sur un métier qui est un métier de service, donc qui est un métier de contact humain. Donc, il y a cette dimension. Et alors après, y compris dans les fonctions support qui sont notamment notre métier de communicant, c'est vrai que on se rend bien compte aussi dans les équipes qu'il y a cette nécessité peut-être de revenir à des schémas un peu plus traditionnels, mais qui ont démontré leur vertu, notamment quand il s'agit de travailler sur l'esprit d'équipe, de travailler sur la créativité, de réinventer de nouveaux formats. Bien sûr que nos métiers vont être profondément changés et que l'organisation du travail aura également un impact et qu'il faudra qu'on en prenne bien évidemment qu'on en tire les leçons. Mais je pense qu'il y a quand même aussi au cœur de notre actualité cette envie qui monte. Hein, je crois qu'elle est générale en fait. Oui, revenir. Dit poliment. Voilà. Mais vous parliez beaucoup des contenus qui ont tous été mis en place dans vos entreprises. Est-ce que finalement, en faire un peu moins, c'est pas revenir aux fondamentaux de son métier et finalement les marques sont peut-être pas faites que pour faire du contenu et que de la com. Je schématise un petit peu et je caricature un peu volontairement, mais bon. Non, c'est sûr que l'info tue l'info, donc il ne faut pas en faire de trop. Cela étant, je pense que les contenus, quand ils continuent... Enfin, je reviens toujours sur ma logique de fierté pour l'engagement interne. Quand ils mettent en avant nos propres collaborateurs et qu'ils se retrouvent dans ce que l'on communique, je crois que ça contribue quand même à l'engagement. Donc il ne s'agit pas d'en faire tous azimuts, mais je suis pas sûre... Enfin, moi, je suis pour la sobriété, donc il ne s'agit pas de faire des feux d'artifice de communication tous les 4 matins. Mais ça, c'était vrai avant le Covid, ça le sera après. Ouais. Je pense qu'il faut rester sobre dans notre façon de communiquer. Et plus on met en avant ce que les gens sur le terrain font et leur énergie qu'ils mettent pour remplir le service, que ce soit la restauration ou que ce soit faire rouler des trains. Un des plus beaux exemples pour nous, ça a été les fameux TGV sanitaires. Ouais. Pour les gens à la SNCF, ils se sont dit, on retrouve notre rôle d'utilité publique, et Dieu sait s'ils ont été critiqués à certains moments de la période de l'entreprise. Et je crois que ce type d'événement et ce type d'exemple de ce que peut faire une entreprise et donc ses salariés, c'est essentiel et il faut le partager en interne comme en externe. Oui, mais derrière, c'est aussi peut-être un enjeu d'attractivité des talents, Agathe, non ? Parce que si on montre ce que l'entreprise fait avec des vrais sujets de terrain et des vraies expériences et pas juste des slogans, pardon, et ben en fait, effectivement, je pense qu'il y a un... Il y a un mot qu'on aura retenu de cette période, c'est essentiel.
Ça a été vrai pour tout, quels étaient les métiers essentiels, quel était notre essentiel. Et finalement, autour de tout ce qu'on a pu faire tous ensemble dans nos métiers, c'est finalement qu'est-ce qu'était l'essentiel de l'entreprise, quelle était sa véritable mission. Et nous, on a eu, si j'ose dire, la chance de lancer la co-construction de la raison d'être. On a eu du bol, on a eu du nez surtout, et on a eu le 10 mars, je pense. Ah oui, c'était un bon timing. Voilà. Et alors, on n'avait pas tout à fait imaginé de le faire en Teams et en Zoom, donc là aussi, ça a été un grand moment. Mais en revanche, c'était quelque part, d'une certaine manière, un petit peu une chance, parce que ça obligeait, et ça permettait surtout aux collaborateurs de réfléchir à, finalement, c'est quoi notre essentiel, à quoi on sert vraiment, pourquoi on se lève le matin. Et c'est ça aussi qui fait finalement le lien entre les collaborateurs dans une entreprise. Alors, tous nos outils de communication, ils servent à entretenir ça, ils servent à les valoriser, à valoriser nos succès, à valoriser quelquefois aussi nos particularités, mais surtout à faire en sorte que tout le monde partage la même envie, je disais, ou le même projet collectif, finalement, c'est ça. Et comment est-ce que vous envisagez, vous, la suite, le retour à la normale, si tant est qu'il arrive un jour? Alors, je pense que, oui, alors le retour, souhaitons-le, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a une normalité qui sera quand même marquée et dans laquelle on aura appris. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Agathe, parce que, alors nous, on avait tracé des sillons, ou en tout cas on avait défini des marqueurs qui nourrissaient notre marque avant même le démarrage de cette crise. On avait deux axes sur lesquels on travaillait beaucoup, qui étaient la responsabilité et l'innovation. Et c'est vrai que cette crise, quand on l'a traversée, la responsabilité, que ce soit à destination de nos collaborateurs, de nos convives, de nos clients, et puis de l'autre côté l'innovation, parce que c'est vrai que le monde sera plus tout à fait comme avant, et qu'y compris dans nos offres d'ailleurs, il faut intégrer une nouvelle dimension. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et la manière dont les gens ont eu traversé cette crise nous a permis de nourrir, au contraire, ces marqueurs. Là, on arrive sur une sortie de crise où on revalide. Alors, on a commencé à itérer sur ce que sera notre plan stratégique en sortie de crise, et nous, on va embarquer justement ce projet de raison d'être, parce que ça nous paraît être un mouvement qui est complètement naturel en sortie de crise, ou à côté, ou en complément, ou même pour embarquer ce plan stratégique, on va embarquer les équipes dans une véritable réflexion collective autour de la raison d'être, et donc dans l'objectif et l'utilité sociale, sociétale, environnementale de nos métiers. Je suis un petit peu épatée parce que vous êtes quand même en train de fournir et d'être sursollicité pendant la crise et de fournir beaucoup de contenu pour garder vos collaborateurs, et vous avez le temps de réfléchir à prendre un peu de la hauteur. Mais ça a toujours été un enjeu de notre métier, à la fois d'être dans l'instant parce qu'il faut pouvoir profiter des opportunités, puis avoir une réflexion un peu plus long terme pour essayer d'embarquer et puis de susciter l'engagement. On en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Stéphanie? Oui, nous, ce qu'on a fait, nous, quand le premier confinement est arrivé mi-mars, le nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était là depuis 2 mois. Et moi aussi depuis 2 mois. Ah oui, bon timing. Bon timing. Cela étant, il a lancé un projet d'entreprise, alors c'était pas la raison d'être, sur un cap stratégique à 10 ans, 5 ans, 3 ans, qui s'appelle Tous SNCF. Et le fait de démarrer ce travail sur la stratégie et le cap de l'entreprise, et de ne pas lâcher, c'est-à-dire de continuer en même temps qu'on gérait la crise, de se projeter sur l'après, ça a été essentiel pour les collaborateurs. Et c'est vrai qu'on se dit qu'en sortie de crise, partir avec un temps d'avance, c'est-à-dire de ne pas avoir fait que gérer la crise, et puis se dire, quand la vie redeviendra normale, on verra ce qu'on fait. Je pense que ça a été essentiel aussi pour les collaborateurs. Pour le moral Donc des voilà. troupes, Et pour le moral des troupes. Et pour l'engagement. Et pour l'engagement. Merci beaucoup à tous les trois. Stéphanie Rismond, directrice de la communication et de la marque SNCF, Damien Rebourg, directeur de la communication d'Elior, et Agathe Sanson, directrice marketing stratégique, communication et mécénat de CNP Assurance. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom sur Bismart.